Bonjour, chers élèves. Vous allez bien, j'espère. Les activités. Ok, merci pour votre présence. Et nous allons progresser avec notre programme. Et attaquer la dernière partie, le chapitre 3, qui nous parle de la décolonisation en Afrique. Nous avons vu l'impérialisme européen dans le premier chapitre. Nous avons vu le monde euh, de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle. Donc nous allons voir maintenant aborder la dernière partie qui est la décolonisation en Afrique. Donc, parlant de la décolonisation en Afrique, nous allons voir dans la première leçon les mouvements d'émancipation en Afrique. Donc, en parlant des mouvements d'émancipation en Afrique, il faut comprendre la naissance de ces mouvements, les actions de ces différents mouvements, les actions de ces différents mouvements. Il faut enfin connaître aussi les mouvements nationalistes en Afrique du Nord comme en Afrique noire. Donc merci, voilà les différents éléments que nous devrons connaître dans cette leçon. Donc, en introduction, nous dirons tout simplement que la décolonisation est la suppression du colonialisme ou l'accession des colonies à l'indépendance. C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que les mouvements d'émancipation en Afrique ont remporté des succès. Donc, c'est après la Seconde Guerre mondiale que, après la Seconde Guerre mondiale, que pas mal de nations africaines vont accéder à l'indépendance, comme ce qu'on a eu à évoquer dans les conséquences politiques de la Seconde Guerre mondiale dans les leçons précédentes. Donc, en parlant des mouvements d'émancipation, nous allons voir d'abord la naissance de ces mouvements. Et en parlant de la naissance de ces mouvements d'émancipation, il faut d'abord retenir qu'il y a deux facteurs. Il y a d'abord les facteurs internes et les facteurs externes. Donc nous allons voir premièrement les facteurs internes de la naissance même de ces mouvements d'émancipation. Donc, en parlant des facteurs internes, il faut retenir que les Africains ont été privés de leurs terres, ils ont été contraints aux travaux forcés et au paiement de lourds impôts. La conséquence de ce traitement est la misère suivie de l'éveil de conscience. Donc, avec tous ces traitements, les Africains vont se révolter avec le temps. C'est ce qui va amener vraiment l'exploitation économique, va amener le réveil de conscience des Africains pour réclamer leur liberté. Deuxièmement, il faut retenir aussi qu'il y a la domination politique. Oui, la domination politique. Il faut retenir que les Africains ont été privés de leur droit de vote et du droit à disposer d'eux-mêmes. Cette frustration poussèrent les Africains à la prise de conscience. Et cette domination n'est qu'une force qui n'est ni justifiée ni fondée. Donc c'est ce qui va les amener à aller vers la révolte. Et troisièmement, il faut retenir aussi le rôle de l'élite intellectuelle africaine. Oui, l'élite intellectuelle africaine va jouer un grand rôle dans la naissance de ces mouvements d'émancipation. Il faut retenir que les intellectuels africains formés dans les grandes écoles et les universités européennes, comme Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, réalisent que la colonisation n'est qu'une pure exploitation des terres africaines par les colons. C'est infondé. Cette élite intellectuelle deviendra le fer de lance des mouvements politiques pour lutter contre la colonisation. À titre d'exemple, on peut citer la création du RDA
Rassemblement démocratique africain, un parti politique créé en 1946 à Bamako. Donc, quatrièmement, il faut aussi retenir qu'il y a eu un grand rôle des syndicats. L'action des syndicats aussi a beaucoup contribué. Et en parlant des syndicats, on va prendre quelques exemples de syndicats. Les syndicats comme UGTAL, Union générale des travailleurs d'Afrique noire, créée en 1956, et les associations estudiantines telles que la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire française, créée en 1952, ont joué un rôle important dans la lutte anticoloniale. À côté de ces syndicats, il y a les partis politiques qui ont joué aussi un rôle déterminant. Donc voilà les différents facteurs internes que nous pouvons évoquer ici dans la naissance des mouvements d'émancipation. Donc, parlant des facteurs, nous avons eu à évoquer qu'il y a deux types de facteurs. Il y a les facteurs internes et les facteurs externes. Venons d'aborder les facteurs internes. Donc, nous allons aborder maintenant les facteurs externes. Donc, en parlant des facteurs externes, il faut retenir d'abord qu'il y a eu un grand rôle de l'Église dans la naissance des mouvements d'émancipation. L'Église, prenant conscience de la contradiction qui existait entre le message de l'Évangile et la domination coloniale, contribua à l'émancipation des colonies africaines. Parce qu'on peut dire, même quand on veut remonter un peu dans l'histoire, c'est les églises même qui ont contribué à cette exploitation en venant évangéliser les Africains, en leur disant d'accepter de se soumettre aux colons, tout. Mais avec le temps, l'Église va se rendre compte que ce qui est fait est différent de ce qui devrait exister entre la race humaine de façon générale. Cette exploitation n'est que pure méchanceté de la part des colons. Donc l'Église va dénoncer, et ce qui va aussi contribuer à la naissance même de ces mouvements d'émancipation. Donc, en plus, il y a les deux guerres mondiales. Oui, en parlant des deux guerres mondiales, il faut retenir que les Africains ont combattu pour la liberté des métropoles. Cependant, au lendemain du conflit, cette liberté a été refusée. Le 30 janvier 1944, le général de Gaulle réunit les principaux gouverneurs de ces colonies françaises à la conférence de Brazzaville. On décida à la conférence d'intégrer les Africains dans la gestion des affaires de leur pays, mais l'idée de l'indépendance des colonies fut écartée. Les Africains prennent alors conscience et organisent des mouvements d'émancipation pour se libérer de la domination coloniale européenne. Donc, voilà, les deux guerres. Après promesse, les colons vont refuser toujours d'accorder l'indépendance à ces colonies, mais les Africains aussi ne vont pas se laisser faire, vont commencer à se mobiliser pour réclamer cette indépendance. Troisièmement, il faut aussi ajouter le rôle de l'ONU et des grands États comme les États-Unis d'Amérique et l'URSS. L'ONU a joué un rôle important dans la décolonisation des territoires africains, car l'ONU défendait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à se gouverner. Les États-Unis et l'URSS soutiennent l'action de l'ONU et encouragent les peuples africains, notamment colonisés, à lutter contre l'occupation européenne. Donc voilà comment l'ONU aussi va compter, les grandes nations vont contribuer aussi à la décolonisation, à la naissance de l'accélération de ces mouvements d'émancipation. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la naissance des mouvements d'émancipation. Donc, il se résume aux facteurs internes et externes. Second point, grand point, nous allons évoquer maintenant les actions
des mouvements nationalistes en Afrique du Nord. Donc, il faut retenir d'abord que, on va prendre quelques exemples de pays en Afrique du Nord pour essayer de donner ce qui s'est passé. Au Maroc et en Tunisie, il faut retenir que dans les années 1950, les mouvements nationalistes étaient dirigés par Mohamed V au Maroc et par Bourguiba en Tunisie. Ces mouvements ont entraîné l'instauration d'un climat de violence en Afrique du Nord. La France négocia la décolonisation et ces deux territoires accédèrent à l'indépendance en 1956. Oui, il faut retenir que dans cette partie de l'Afrique, les étapes pour aller à la décolonisation n'ont pas été du tout simples. Il y a eu une guerre sanglante qui a opposé, par exemple, la guerre d'Algérie et la guerre de Tunisie, la guerre du Maroc. Il y a eu des guerres, une révolution, c'est-à-dire une révolte des Africains dans cette partie qui a entraîné une guerre. Et c'est cette guerre qui va amener les colons français à accorder l'indépendance à ces territoires à partir de 1956. Donc, et deuxièmement, nous allons voir le cas de l'Algérie. Pour le cas de l'Algérie, il faut retenir que c'était un peu plus compliqué. De nombreux colons d'origine française appelés pieds noirs y vivaient et s'opposaient à la décolonisation. L'Algérie était une colonie de peuplement française. Donc, et les Français qui se sont installés refusaient toute idée d'indépendance. Donc il faut retenir que la lutte pour l'indépendance de l'Algérie était menée particulièrement par le Front National de Libération, FLN. Donc, après de sanglantes batailles, le général de Gaulle accepta l'indépendance de l'Algérie le 18 mars 1962. Donc, après de sanglantes batailles, la France se verra obligée d'accorder l'indépendance à l'Algérie à partir de 1962. Donc voilà les actions des mouvements nationalistes en Afrique du Nord. Donc nous allons voir les actions des mouvements nationalistes en dernière partie en Afrique noire. Donc en parlant de l'Afrique noire, nous allons voir ce qui s'est passé dans la partie britannique, d'abord en Afrique noire. Dans la partie britannique, il faut surtout retenir que la Grande-Bretagne fut le premier pays européen à accorder l'indépendance à ses colonies. La Gold Coast, actuelle Ghana, le 6 mars 1957, le Nigeria suit en 1960, la Tanzanie en 1961, l'Ouganda et le Kenya en 1963. Donc, voilà quelques exemples des pays qui ont accédé à l'indépendance dans la partie britannique. Donc, c'est quelques exemples de pays que nous avons pris. Deuxièmement, nous allons voir maintenant dans les colonies françaises d'Afrique noire. Donc, il faut retenir que dans la partie française, il y a eu des étapes, plusieurs étapes avant d'atteindre l'indépendance, parce que au tout début, l'idée d'accorder l'indépendance était toujours refusée. C'est avec plusieurs luttes et plusieurs actions que les États de cette partie de l'Afrique française, c'est-à-dire dans les colonies françaises d'Afrique noire, vont accéder à l'indépendance. Donc il faut retenir que les colonies françaises d'Afrique noire ont accédé à l'indépendance suite à la pression de l'ONU et des partis nationalistes. La France fut alors amenée à adopter une série de réformes jusqu'à l'indépendance. D'abord, il y a la conférence de Brazzaville. Il faut retenir que lors de cette conférence, le général de Gaulle, conscient de l'effort de guerre des populations africaines, autorise les Africains à participer à la gestion des affaires de leur pays. Cette conférence invita également les Africains à envoyer leurs représentants à l'Assemblée nationale française. Cependant, toute idée d'indépendance des colonies était exclue. Oui, donc au tout début,
toute idée d'indépendance des colonies était exprimée. On autorisait quand même, en guise de reconnaissance, les Africains étaient autorisés à participer à la gestion à la gestion des affaires de leur pays à la conférence de Brazzaville. Voilà ce qui a été décidé là-bas. Donc, après cette conférence, il y a une autre étape, il y a l'Union française. Donc, la France rebaptise son empire colonial Union française grâce à la Constitution de 1946. Le 11 avril 1946, la loi Félix Houphouët-Boigny abolit les travaux forcés. Donc, quand on parle de la loi Félix Houphouët-Boigny ou la loi qui abolit, c'est la loi qui a aboli les travaux forcés. Donc, en plus, il y a le 17 mai 1946, la loi Lamine Gueye accorde la citoyenneté française aux indigènes, c'est-à-dire les Africains. Donc, c'est cette loi qui a accordé la citoyenneté aux indigènes, comme les appelaient les colons à l'époque. Donc, cette loi, la loi Lamine Gueye accorde la nationalité, la citoyenneté française aux Africains, pour dire qu'ils sont comme des Français. Donc, une manière toujours de les flatter. Mais ils ne vont pas se laisser faire. Il y a, en plus de l'Union française, il y a une autre étape. Il faut ajouter la loi cadre de 1956. Donc, la loi cadre de 1956, il faut retenir qu'elle a été élaborée par le ministre français d'Outre-mer, Gaston Defferre, avec la collaboration de Houphouët-Boigny. Après l'application de cette loi, le président français demeure le président des colonies et le vice-président des colonies est élu par les assemblées locales. Donc, le président français est toujours le président des colonies, mais il y a un vice-président qui est élu par une assemblée locale. Donc, en Haute-Volta, il faut retenir l'actuel Burkina Faso à l'époque. Le vice-président était Daniel Ouézin Koulibaly. Donc, voilà. Une autre, et la dernière étape, c'est la communauté franco-africaine. Elle est l'œuvre du général de Gaulle. Un référendum d'autodétermination fut organisé le 26 septembre 2000 et le 26 septembre 1958. Donc, 26 septembre 1958, il y a eu un référendum qui a été organisé. Et les Africains avaient le choix entre l'autonomie dans la communauté française ou l'indépendance avec la suppression de toute forme d'aide de la France. Donc, on avait proposé aux Africains, soit vous acceptez être libre et la France allait couper toute forme d'aide destinée à votre pays, ou soit vous acceptez être dans la communauté franco-africaine et la France va toujours continuer de vous soutenir. Donc, tous les territoires acceptent d'intégrer la communauté franco-africaine, sauf la Guinée de Sékou Touré qui refusa la communauté franco-africaine. Donc, Sékou Touré a été le seul, et l'histoire retient toujours son courage, sa bravoure à refuser. Donc, retenez surtout que quand Sékou Touré a refusé de signer, il a avancé une phrase célèbre que les Africains retiennent toujours et qui font la fierté des Guinéens. Il faut retenir que Sékou Touré avait dit à l'époque, nous préférons la pauvreté dans la liberté plutôt que la richesse dans l'esclavage. Donc, en refusant de signer, voilà ce qu'il a dit. Il a signé un non en disant qu'il n'est pas d'accord avec son indépendance parce qu'il préfère la pauvreté dans la liberté que plutôt la richesse dans l'esclavage. Donc, aussitôt la Guinée devient indépendante le 2 octobre 1958. Ce fut donc le premier pays d'Afrique noire française à obtenir l'indépendance. Le général de Gaulle révisa alors sa position. Parce qu'à l'époque, le général de Gaulle n'avait jamais imaginé un État rebelle qui allait accepter
avec cette proposition de suspendre toute forme d'aide aux Africains, prendre son indépendance. Mais quand Sékou Touré a eu le courage de dire non et aller vers l'indépendance, le général de Gaulle sera obligé de revoir sa position parce qu'il risque de perdre toutes ces colonies d'Afrique noire. Donc, alors, tous les autres territoires peuvent accéder à l'indépendance tout en restant dans la communauté. Voilà ce que le général de Gaulle va décider après le référendum. Donc, vous pouvez toujours rester, accéder à votre indépendance tout en restant dans la communauté qu'on va appeler la communauté franco-africaine. Mais à partir de 1960, les Africains vont toujours lutter, les Africains vont toujours réclamer l'autonomie générale. Et à partir de 1960, toutes les colonies d'Afrique noire française et Madagascar obtiennent leur indépendance. Donc avec juste raison. Donc après plusieurs luttes, les Africains vont enfin, dans la partie francophone, à partir de 1960, accéder à l'indépendance. Et troisièmement, nous allons voir dans les colonies belges. Donc la Belgique gérait le Congo, une des plus vastes et riches des colonies d'Afrique, en refusant toute évolution. Mais suite à de violentes troubles, massacres d'Européens, rivalités ethniques, le soutien de l'URSS au premier ministre Lumumba et celui des Américains au président Kasavubu, qui provoquèrent une guerre civile, la Belgique fut obligée d'accorder l'indépendance d'une manière précipitée en 1960. Malgré l'intervention de l'ONU, ces troubles ne cesseront qu'en 1965 avec le coup d'État de Mobutu, chef de l'armée. Donc, le Congo va traverser des troubles même après l'indépendance. C'est 1965 avec le coup d'État de Mobutu que le pays va retrouver un peu de stabilité. Mais après, lui aussi, il y a eu d'autres manifestations. Jusqu'à présent, le pays n'arrive toujours pas à retrouver réellement cette paix qui devrait régner dans ce pays, dans ce grand pays qui a d'énormes potentialités sur le plan minier et environnemental de façon générale, le sous-sol, et le climat est favorable et le sous-sol est riche. C'est l'un des plus grands pays. Si réellement ce pays arrivait à atteindre, à retrouver sa paix, et peut développer, atteindre un certain niveau de développement qu'aucun pays en Afrique peut atteindre à cause de ses richesses. Donc, voilà ce que nous pouvons dire ici. En conclusion, nous résumons que les colonies africaines ont lutté pour acquérir leur indépendance. Dans certaines colonies, ces luttes furent violentes. Algérie et dans d'autres, elles furent pacifiques. En Afrique noire française, ça a été pacifique par rapport aux autres colonies, d'autres parties de l'Afrique. Donc voilà ce que nous pouvons dire ici. Dans les mots-clés, il faut retenir, quand on parle de référendum, c'est une procédure de vote qui permet aux habitants d'un pays de donner leur avis sur un projet de loi. En parlant de constitution aussi, c'est un ensemble de lois. Donc voilà ce que nous pouvons dire dans cette première leçon. Donc il faut connaître comment est né les mouvements d'émancipation et comment évoluer ces mouvements pour atteindre l'émancipation ou l'indépendance. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.